Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va faire une petite interview d'une personne qui me tient très à cœur d'interviewer pour un sujet qui est aussi assez grave. Donc, il va y avoir plein de trigger warning, je pense, que je vais mettre au début de la vidéo, donc avec aussi certainement un petit lexique qui va s'afficher. Vu qu'on va aborder des sujets qui sont assez compliqués, qui parlent de violences assez difficiles, si vous pensez que ces sujets-là affichés sont des sujets sur lesquels vous n'avez pas envie, des sujets auxquels vous n'avez pas envie d'être exposé là maintenant, n'hésitez pas à quitter cette vidéo, la reprendre plus tard, ou en tout cas voilà, vous êtes prévenus. J'ai invité une personne un peu spéciale et donc je vais te demander de te présenter, d'expliquer en quelques mots qui tu es, ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Déjà je voulais te remercier de m'avoir sur ta chaîne et gros cœur sur toi. C'est trop chou. Je m'appelle Elestrène, ça c'est notre nom de système, c'est Elestrène, mais moi en particulier c'est Lily. Donc je suis l'hôte de notre système. Je suis en master sur les droits de l'homme. Mon grand but dans la vie, c'est de pouvoir me battre pour les droits des enfants, de faire en sorte que ce que j'ai pu vivre dans le passé, dans mon enfance, que personne n'ait à le vivre. Et donc j'ai décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux parce que on n'entend pas vraiment parler du genre de choses que j'ai vécues. Donc évidemment, grâce à toi Zéliana, grâce à Olympe, grâce à Christina, on connaît le TDI maintenant. Mais on essaye. C'est ça, mais franchement, vous avez fait un énorme travail de vulgarisation et je vous en suis hyper reconnaissante parce que j'aurais jamais pensé à faire ça. En fait, moi, j'ai été diagnostiquée en 2015. Bien avant nous, 2015, ça commence à dater. J'essaye de faire connaître donc ce qui s'appelle le TDI programmé. Mais bon, je pense qu'on va y revenir. On va parler de ce que c'est que le TDI programmé, de la programmation. Est-ce que du coup tu aurais une définition de ce qu'est la programmation? Qu'est-ce qu'est la programmation et qu'est-ce que ça implique? Alors la programmation, c'est une forme de contrôle mental. Il y a différents types de contrôles, je pense qu'on dit contrôle mentaux du coup au pluriel. Donc en fait, par exemple, on va voir ce genre de contrôle mental, on va voir une sorte de contrôle mental dans les sectes qui ont vraiment, les sectes par exemple, elles vont vraiment avoir une emprise psychologique sur la personne. Donc là, ce n'est pas ce genre de contrôle mental dont on parle quand on parle de programmation. On parle surtout de ce qui s'appelle le contrôle mental par les traumatismes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des abuseurs qui sont souvent, qui agissent en groupe, en réseau, qui vont torturer des enfants pour leur faire développer un TDI ou au moins un ATDS. Ce TDI leur permet de cacher, de masquer leurs activités criminelles et de faire en sorte que même la victime elle-même ne sache pas ce qui lui arrive en fait. C'est un peu difficile de comprendre ce qu'est la programmation. Je sais que par rapport aux violences, on va dire, normales, en dehors dans les familles normales, il y a une volonté spécifique et une connaissance du coup spécifique du TDI de la part des abuseurs, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, on me demande souvent, mais on sait pas tellement de choses du TDI, on sait que c'est traumatogénique, mais à part ça, il y a beaucoup d'inconnus en fait dans les recherches liées au TDI, donc on me demande souvent comment ils font. Mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pourquoi il n'y a pas beaucoup d'informations sur le TDI dans la recherche scientifique d'aujourd'hui? C'est parce que évidemment, il y a des questions d'éthique. Les chercheurs, ils peuvent pas aller commettre des violences sur des enfants pour prouver que le TDI existe. Alors que les abuseurs, eux, ils bénéficient d'années et d'années et d'années, même de décennies de recherche, leur propre recherche, sur le TDI, comment l'induire et tout. Et moi, par exemple, je sais que quand je subissais des violences, j'étais attachée à un moniteur cardiaque pour éviter que je fasse une crise cardiaque à cause de la douleur. Du coup, ils font très attention. Il y avait vraiment un contrôle, on va dire, de la violence. Et vu qu'ils ont une connaissance du TDI, ils se servent en fait de scripts et de rituels. Donc ceci après ma question, c'est quoi qu'on appelle une violence rituelle et dans quel cadre du coup cette programmation peut prendre place via des rituels? Alors souvent on associe violence rituelle et programmation ou contrôle mental par les traumatismes. On associe les deux parce que c'est vrai que la plupart des survivants ils ont vécu les deux.
Mais en tout cas, de moi, ce que j'en sais par ma propre expérience et ce que j'ai pu lire, les violences rituelles servent surtout à rendre cohésif en fait le réseau. Donc ça sert à augmenter la loyauté de tout le monde. C'est proche des sectes en fait comme fonctionnement. Il y aura souvent une ou deux victimes qui sont des enfants et par exemple on va inviter un enfant plus âgé à aller violer une petite fille. Et ça va créer vraiment un esprit de secte en fait et de contrôle des valeurs de l'enfant. En fait, c'est surtout donc les violences rituelles, elles servent à augmenter la loyauté de tout le monde parce que ça devient, il y a un lien qui se crée entre tout le monde quand une partie du réseau participe à ces rituels. Le contrôle mental par les traumatismes, ça sert à, par exemple, on va prostituer des enfants, mais ils n'auront pas de souvenir de ça. On va leur faire du trafic de drogue. Moi, je sais que j'ai assisté à un trafic d'organes. Voilà, il y a deux facettes. En fait, il y a les rituels qui servent à augmenter la loyauté et les activités illégales. On entend parfois plein d'acronymes. Je sais qu'il y a l'acronyme MC qui est beaucoup utilisé, il y a RA, il y a du coup aussi OA, RAMCOA. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que tu as des petites définitions du coup à donner? Tous ces mots, c'est des mots anglais. MC, c'est Mind Control, donc contrôle mental. RA, c'est Ritual Abuse, donc abus rituel. Enfin, je préfère dire violence rituelle plutôt que abus. RAMC, c'est Ritual Abuse and Mind Control. J'en ai oublié ou pas? OA, c'est Organized Abuse. Et en fait, tous ces mots-là, ils sont à peu près synonymes. Donc franchement, ça dépend vraiment de la personne. Moi, quand je venais de découvrir ce que j'avais vécu, donc les violences rituelles et le contrôle mental, je parlais de ritualistic abuse, donc violence ritualistique, je sais pas comment on le dit en français, parce que j'étais pas sûre que c'était ce que j'avais vécu et je voulais pas m'approprier un terme qui correspondait à entre guillemets, des vrais survivants. Donc je me considère, enfin déjà c'est toujours un peu dur, mais j'avais un gros syndrome de l'imposteur. En gros, il y a une différence parce que, en gros, rituel, c'est quand c'est vraiment dans des réseaux et des sectes, un encadrement de la part de ces personnes-là qui font des rituels et des violences très codifiées. Et ritualiste, c'est plus... ce que j'ai compris, c'est plus des groupes qui sont pas très bien organisés, des violences qui ont des rituels dedans, mais on sait pas trop en gros si c'est vraiment organisé, du crime organisé, ou si c'est un peu plus banal, on va dire, comme crime, et qui a été fait sans vraiment connaître ce qu'est le TDI et sans vraiment du coup vouloir causer un TDI à la personne. Des violences classiques entre guillemets. Ouais, c'est ça. J'utilisais ce mot-là parce que je voulais pas, ça me faisait trop peur. Enfin, pas peur, mais c'était très dur pour moi d'accepter en fait ce qui m'était arrivé. Et je voulais pas parler de violence rituelle parce que pour moi le mot était trop fort, parce que j'étais dans le déni. Quand on parle de abus organisé, abus ritualistique, en général, c'est des mots qui sont un peu plus... comment dire, qui sont moins forts en fait. Donc franchement, ça dépend vraiment de la personne. Tous ces mots-là, en fait, ils désignent tous des organisations avec plus ou moins d'organisations dans ces organismes, mais donc d'organisations de personnes qui ont soit un but ou des dérives sectaires, soit des buts criminels, et qui utilisent plus ou moins de violences ritualisées, de rituels, de programmes, de séquences d'actions programmées à l'avance et étudiées à l'avance pour pouvoir commettre des violences et les organiser sur des enfants, sur des familles, soit dans un but sectaire pour faire subir des violences pour la rendre plus malléable pour la secte, ou dans un but criminel pour rendre la personne plus simple, j'imagine, à contrôler et à faire des choses pour le réseau criminel. En fait, il y a un autre truc qu'il faut que je rajoute, c'est que le contrôle mental, c'est pas forcément effectué par des groupes. Ok. Je connais des personnes qui ont vécu du contrôle mental par une seule personne, en fait. Et comment ça se passe dans ces cas-là? C'est des familles? En général, en fait, c'est des personnes individuelles qui... une machine. Donc c'est des personnes qui ont vécu elles-mêmes des violences rituelles et du contrôle mental et qui veulent
le reproduire sur d'autres personnes. Soit c'est des gens qui sont un peu informés sur le TDI et tout, ils se sont dit ah bah ça va être marrant, je vais essayer et tout. Enfin, c'est des gens qui connaissent en général. Il y a des personnes isolées qui, en lisant les informations peut-être disponibles sur internet ou ils ont été au contact de sectes auparavant ou de groupes comme ça auparavant, ils reproduisent, mais seuls, ces choses-là sur des enfants ou des gens de leur entourage. C'est ça, et du coup c'est pour ça que j'ai une vidéo qui date, que j'ai faite il y a des mois et des mois, et j'ose vraiment pas la poster parce que je donne des informations très précises et j'arrive pas à savoir si je devrais la poster ou pas. On imagine bien que entre un TDI normal qui a été causé par des violences classiques et un TDI programmé, il y a des différences puisque les abuseurs, dans mon cas à moi, ils avaient aucune idée de ce qu'était le TDI et donc ils n'ont pas essayé délibérément de m'infliger un TDI alors que toi, c'est le cas, ils ont essayé délibérément de t'infliger parce qu'ils t'ont infligé pour te provoquer un TDI et te contrôler via ton TDI. Est-ce que tu as quelques différences peut-être à noter entre du coup le TDI classique et le TDI programmé? Oui, il y a plusieurs différences. Déjà, il y a une hiérarchie entre les haltères qui peut être très complexe. Nous, on a des grades, donc par exemple on a une haltère, c'est la générale. On a aussi d'autres types de hiérarchie, par exemple la Reine Blanche qui fait allusion à Alice au Pays des Merveilles et au jeu d'échecs. Souvent les systèmes programmés ils sont aussi polyfragmentés, c'est-à-dire qu'ils ont des sous-systèmes et ou plus de 100 haltères. Du coup on a aussi beaucoup d'haltères, des haltères poubelles en fait, on les appelle. C'est des haltères qui ont été split à cause de torture, mais qui sont que des fragments. Et du coup, ils sont inutiles pour l'abuseur. Du coup, c'est des haltères poubelles. Ouais, ils retiennent parfois certains souvenirs ou quelque chose ou des petits trucs, mais vu qu'ils n'ont pas été programmés, du coup, ils sont juste laissés à l'abandon en fait dans votre système. C'est ça. Sinon, on a aussi, il y a aussi des haltères qui sont responsables de. C'est des bibliothécaires en fait, donc ils vont classer les souvenirs de traumatisme, enfin de torture plutôt, parce qu'en fait les souvenirs des tortures sont très importants parce que c'est la base de la programmation et c'est comme ça qu'on se déprogramme en fait. Donc, du coup souvent l'haltère bibliothécaire sera un haltère programmé. Du coup on a des haltères programmés aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un haltère programmé et du coup qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils maintiennent dans votre système? Un haltère programmé, alors moi dans mon expérience souvent ce sont des fragments justement. En tout cas ils agissent comme des fragments. Par exemple c'est un haltère qui va venir en co-conscience et qui va dire je dois me suicider, je dois me suicider, je dois me suicider, en gros ça se répète dans ma tête, ça fait une boucle et jusqu'à ce que je pète un câble en fait. Ou jusqu'à ce qu'ils essayent de prendre le contrôle et de faire ce qu'ils ont été programmés à faire. Soit l'haltère il va juste me pousser à bout en étant en co-conscience. Soit il va réussir à être au front et il va faire une TS, ça nous est déjà arrivé, ou de l'automutilation aussi. Vous avez des haltères qui ont été programmés par les abuseurs pour reproduire des violences, d'autres qui ont été programmés pour accueillir, des actes criminels, certains qui maintiennent aussi la programmation, le lien avec l'abuseur, le contrôle mental en fait. Il y a même certains haltères, leur but c'est de voir qui va être loyal ou pas en fait, de capter quels haltères ne sont pas loyaux envers l'abuseur pour que justement l'abuseur puisse avoir un plus grand contrôle, reproduire en fait la programmation le plus longtemps possible. Oui, tu peux répéter ta question? T'inquiète, je dis juste des choses par-dessus. Dans toutes ces différences-là, peut-être aussi des barrières amnésiques qui vont être aussi manipulées par les abuseurs, qui vont servir en fait des symptômes du TDI pour essayer de masquer un maximum ce qui se passe. Et je sais qu'il y a un rôle d'haltère qui est spécifique, que j'ai appris, qui était spécifique au TDI programmé, à la programmation mentale, qui s'appelle haltère shell. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que c'est? Alors l'haltère shell, c'est un haltère qui agit comme une sorte de réceptacle pour les autres haltères. C'est un haltère qui n'aura pas vraiment d'identité propre. Selon les haltères qui vont front à travers lui, il va plus ou moins avoir le caractère de l'haltère qui est avec lui. En fait, ça sert donc pour l'abuseur à lisser les switches, donc à faire en sorte que voilà, il y ait pas d'énormes différences d'un haltère à l'autre. Parce que par exemple, imaginons que entre moi et H, il y a d'énormes différences parce que H, elle a plus confiance en elle, elle est plus avenante, elle est plus sociale et tout. S'il y avait que moi qui fronte, puis H, on verrait beaucoup la différence, si elle fait pas de masking,
Mais justement, et on se poserait peut-être plus de questions et ça amènerait potentiellement à ce qu'on remarque que l'enfant a des comportements bizarres. C'est ça, parce que l'altershell, il va faire du masking, il va aider au masking, il va lisser les switches. Alors moi, je suis pas un altershell, mais on pense qu'on avait un altershell dans l'enfance. Quels sont les signes d'une programmation? Comment est-ce qu'on peut savoir quand on découvre qu'on a un système TDI, qu'on a potentiellement été programmé? Et du coup, quelles sont les différences dans la vie quotidienne que tu as notées peut-être avec moi ou avec d'autres systèmes? Dans le cas d'une personne qui n'a pas de souvenir d'avoir été programmée, le truc c'est que c'est vraiment des signes très vagues en fait. Quand on a, je sais pas moi, on va dire sur une liste de 10 signes, on en a 8, ah oui, là on peut se dire, ah peut-être que j'ai été programmée et tout. Enfin même des personnes qui ont vécu des violences sans avoir vécu de violences rituelles ou de contrôle mental, c'est des signes qui seraient aussi présents. Et donc c'est difficile en fait de faire la différence. Si on n'a pas de souvenir de programmation, on n'a pas de souvenir de torture particulier, en gros c'est extrêmement difficile de savoir si on a été programmé ou pas en fait. C'est ça, parce que moi du coup on va en parler tout de suite, mais j'avais ce genre de symptômes, mais j'ai commencé à comprendre que j'avais été programmée que quand les souvenirs sont revenus quoi. Et en fait c'est même pas des souvenirs qui sont revenus, c'est des souvenirs que j'avais toujours eus, mais je pouvais pas mettre de mots dessus en fait. Il y a un signe, ça va être, on va avoir l'impression d'avoir une bombe qui est dans le corps ou quelque chose comme ça et que on peut pas parler sinon ça va exploser. On peut avoir des sortes de pensées qui sont un peu robotiques, qui ne sont pas liées à des émotions particulières et qui vont se répéter dans la tête, donc comme une boucle comme je disais tout à l'heure. Je pense que je mettrai la liste de ton site parce que je trouve que t'avais fait un article dessus qui était vraiment très bien fait avec plein de signes qui peuvent aiguiller certaines personnes. Et du coup, quelle différence t'as pu noter peut-être dans ton quotidien avec d'autres systèmes qui n'étaient pas programmés comme moi? En fait, je sais pas si c'est très lié à la programmation, mais parfois je suis obligée de faire quelque chose. Et je sais que c'est pas bien, enfin pas bien entre guillemets, mais c'est la programmation qui me le fait faire. Enfin, je sais pas si c'est très différent d'un système normal, mais s'il y a un programme qui me fait faire de l'automutilation, j'aurai pas la capacité de m'en empêcher en fait, parce que je vais être prise comme une sorte de transe, comme si j'étais hypnotisée, et je vais le faire. Les différences qu'on peut avoir peut-être dans le nombre d'haltères et comment on fait pour gérer un grand nombre d'haltères, puisque moi dans mon système on est à tout casser, enfin de ce qu'on connaît on est une dizaine, un peu plus d'une dizaine, et toi je sais que vous êtes des centaines voire des milliers. Est-ce que du coup ça change quelque chose, tu penses, au niveau de l'organisation ou de ta vision de toi-même, d'être autant de parties dissociées et aussi dissociées de... En fait, ce qui est très frustrant et dur, c'est que souvent, je ne sais pas qui je suis. Donc ça, c'est compliqué parce que je pense que... j'en parlais dans la vidéo qui va sortir tout à l'heure. Je pense que c'est des fragments qui sont avec moi, donc des fragments qui n'ont pas de nom, et donc souvent, je ne sais pas qui je suis. Ça me fait peur, en fait, c'est dur à gérer, à accepter. Et sinon, en fait, parfois, on va avoir des haltères qui vont se manifester, qui ne se manifestent plus jamais après. On a un monde intérieur très 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 complexe avec beaucoup d'haltères. Parfois il va se passer beaucoup de choses dans le monde intérieur. Ça va faire qu'on va être très très fatigué pour aucune raison apparente, mais en fait c'est juste qu'il se passe tellement de choses dans le monde intérieur. En fait c'est très très fatigant et voilà, on peut rien faire quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des différences qui sont très notables dans la prise en charge d'un TDI programmé versus la prise en charge d'un TDI classique? Pour le TDI programmé, il y a une étape en plus, donc le processus de guérison il se fait à peu près comme système normal, sauf que déjà pendant la phase de stabilisation et la phase de traitement des traumas. Ouais, de traitement des traumas, il faut faire très attention parce que souvent il y a des programmes qui vont se déclencher, des programmes qui peuvent être très graves parce que ça peut conduire à faire une TS. Donc ça, il faut vraiment que le psychologue ou la psychothérapeute soit conscient de ça. Il faut faire très attention. C'est moi ce que j'en sais de mon expérience, donc voilà. Il faut un peu faire tiptoe, tu vois, genre faut que tu fasses gaffe à pas trigger des programmes. Ouais, de petit à petit, les mots que tu emploies, etc. Si ça se trouve, les abuseurs, ils ont utilisé certains de ces mots-là pour vous programmer, en fait. C'est ça. Du coup, je disais, donc il y a une étape supplémentaire, c'est la déprogrammation, qui se fait pendant la phase de traitement des traumas, parce qu'une déprogrammation, ça se fait en traitant les traumatismes à la base de chaque programme. Il y a plusieurs souvenirs par programme, en fait. Des souvenirs de
Sûr. Dans ton système, du coup, vous avez des groupes d'haltères qui sont souvent présents et qui roulent un peu selon les années ou selon les époques. Est-ce que c'est pas aussi pour vous un peu compliqué? Parce que moi j'ai été hôte depuis que j'ai 8 ans, donc j'ai quand même beaucoup plus, je pense, de souvenirs que vous, votre hôte. Et est-ce que j'ai compris, votre hôte il change tous les 2-3 ans à peu près? Franchement, honnêtement, il y a une sorte de continuité, par exemple, entre moi et Kat. On n'a pas exactement la même personnalité, mais ça se rapproche beaucoup. En fait, le truc le plus dur, c'est plus pour les proches, parce que voilà, ils apprennent à parler à quelqu'un et tout, et puis au final, la personne, elle se barre. Et après, j'imagine aussi que vous avez moins de continuité dans vos souvenirs et beaucoup plus d'amnésie en fait. Oui, par exemple, mes années de licence, je m'en souviens quasiment pas. Je sais, par exemple, j'étais à l'hôpital, je me souviens des amis, mais par exemple, c'est vrai qu'une année, donc du coup, on est retourné en France pendant les vacances scolaires, et quand je suis revenue sur le campus de mon université, il y a une fille qui arrive vers moi et qui me fait « Oh mon Dieu !» Du coup, elle a dit « Kat, je suis trop contente. Ah, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vue et tout. » Et elle me fait un câlin et dans ma tête, genre, c'est qui? Mais je me suis sentie trop mal sur le moment parce que ça doit être une très très bonne amie et je sais plus qui c'est quoi. Pour la prochaine partie de la vidéo, on va parler du coup de comment en fait la programmation est vue dans la société, dans les médias, dans la science, dans la communauté TDI, parce que c'est un sujet qui est quand même très tabou. La première question que j'aurais, c'est est-ce que toi tu as des ressources particulières, des livres, des auteurs, des psychologues que tu conseilles de lire pour se renseigner sur ce genre de violence ou sur comment on peut guérir de ça quand on est soi-même TDI programmé? Oui, alors il y a un très bon livre, c'est souvent celui qu'on recommande pour commencer, ça s'appelle Becoming Yourself par Alison Miller. Je ne sais plus s'il y a une version française, il me semble que oui, mais je suis pas sûre. Sinon, il y a le site d'Hélène Lacter qui est une psychologue qui a traité beaucoup de TDI programmés. Il y a un Tumblr qui s'appelle Unwelcome Ocean qui est tenu par une personne, d'ailleurs par 2 haltères d'un système, donc en fait le reste du système ne sait pas qu'ils ont ce blog-là. Alors, j'ai jamais lu le livre d'Alexandre Le Breton, je pense qu'on en reviendra sur lui aussi plus tard. Faut faire un peu gaffe parce faut faire le tri dans les informations. Et sinon, il y a la Déprogramme Wiki qui est aussi intéressante. Et pareil, en fait, ce qui est compliqué sur ce genre de sujet, c'est qu'il y a des choses, il faut les prendre avec des pincettes parce que c'est mêlé avec des théories du complot, donc parfois ça peut être un peu compliqué de trier, ouais. C'est très difficile d'arriver à comprendre et à croire que ce genre de choses existent, tellement ça paraît inimaginable que quelqu'un inflige volontairement des violences dans le vrai but de faire un TDI à un enfant. Ça paraît vraiment absurde en fait, tellement c'est horrible. Est-ce que toi tu connais des affaires qui ont été connues, des scandales qui ont éclaté par rapport à des groupes criminels qui ont été plus ou moins appréhendés en France ou ailleurs? Le plus gros c'est l'affaire Dutroux. Donc en fait donc c'était un crime, ça s'est passé en Belgique. Dutroux c'est une personne qui a kidnappé, alors il a kidnappé 2 filles il me semble. Alors je suis désolée si j'ai pas tous les détails parce que ça fait... T'inquiète, de toute façon on mettra juste des articles et tout, mais au moins les gens pourront aller voir et voir que ça existe en fait et qu'il y a des gens qui en ont parlé. C'est pas juste un truc inventé. En fait, Dutroux, les médias et le gouvernement ont essayé de le faire passer pour un criminel isolé, ce qui n'est pas du tout vrai parce que à un moment donné, le juge qui comprenait qu'il s'agissait d'un réseau, il voulait faire la lumière sur l'affaire, qui a demandé des témoignages et il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées, qui ont raconté des choses des choses identiques. Leurs récits se recoupaient, donc voilà, on a pu identifier des abuseurs, tout ça, des meurtres, elles ont pu donner l'endroit où le corps avait été enterré. Il y avait plein de détails comme ça qui se recoupaient. La police les a fait passer pour des affabulatrices. Ils ont dit c'est circulé, il n'y a rien à voir. Elles sont complètement folles. L'affaire a été complètement enterrée. À un moment donné, on parlait de réseau, mais ça a été très vite mis sous le tapis. Les 2 survivantes qui sont connues, donc c'est Régina Louf qui a écrit un livre et Anneke Lucas qui... d'ailleurs à un moment donné on était bonnes amies, je vais parler et tout, qui ont survécu à ce réseau et qui en parlent énormément. Évidemment, donc il n'y avait pas que Dutroux, il y avait Michel Nioul. On a trouvé des personnes très 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 influentes dans la politique belge qui faisaient partie de ce réseau, donc évidemment c'est pour ça qu'on ne parle plus que de Dutroux comme quelqu'un d'isolé, parce que si on parle de réseau, ça aurait fait tomber énormément de personnes. Et sinon il y a une autre affaire, alors je vais pas parler de le milliardaire
milliardaire qui a été tué aux États-Unis. Jeffrey Epstein. Merci. Je parle pas de lui, même si c'est un peu lié parce que pour avoir écouté le récit des survivantes, c'était des adolescentes, donc c'était pas des enfants et a priori il n'y avait pas de violence rituelle, même si dans ce cas c'était quand même un réseau. La deuxième affaire la plus connue, c'est l'affaire Zandvoort. Donc Zandvoort, c'est une petite ville aux Pays-Bas où on a retrouvé des fichiers de vidéos de d'enfants. À partir de ces vidéos, on a fait un catalogue de visages pour espérer retrouver les enfants qui étaient présents sur les vidéos et les sauver parce que c'était très grave en fait ce qu'on voyait sur les images. Il y a des journalistes qui ont envoyé le catalogue d'images au gouvernement français, belge et néerlandais. En fait, en France, on a décidé de mettre à disposition le catalogue d'images dans les gendarmeries pour que les personnes puissent identifier leurs proches. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont été identifiés. Il y avait d'ailleurs des enquêtes en cours qui auraient pu être aidées par les fichiers parce que voilà, il y avait des enquêtes sur des viols, ça aurait constitué des preuves. Sauf qu'au bout de 10 jours, ils ont tout arrêté. On voit la garde des Sceaux à la télé du journal de 20h dire non, les enfants, déjà, c'est des enfants étrangers, alors qu'il y a des parents français qui ont reconnu leur enfant. Non, ça datait des années 70, c'était il y a très longtemps. Maintenant, ces enfants-là sont adultes, donc ça ne sert à rien d'enquêter. Et ça a été classé sans suite. Voilà. Ils ont enterré l'affaire complètement. Ça paraît fou, en fait, que personne ne fasse rien et que les gens, hop, on a des preuves, hop, allez, ça y est, on met tout dans un coin. On va essayer de tout étouffer, de faire un maximum pour tout étouffer. Dans ces affaires, il y a beaucoup de difficultés de démêler le vrai du faux. Par exemple, le projet MKUltra, est-ce que ça a vraiment existé? Il y a aussi des histoires de complotisme autour de ça. Est-ce que toi, tu as des avis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu sais, en fait, du sujet? MKUltra, ça a vraiment existé. Donc, en fait, il y a des documents qui ont été déclassifiés qui attestent que le projet MKUltra a vraiment existé. Donc, c'est pas une théorie du complot. Le problème, c'est qu'il y a énormément de documents qui ont été détruits, évidemment, pour pas qu'on connaisse la vérité. Donc, je sais pas si c'est très clair, mais le projet MKUltra, c'est un projet qui a été développé par la CIA, des services secrets des États-Unis. La problématique des expériences, c'était peut-on faire des choses à quelqu'un sans qu'il ne sache et contre sa volonté. On va prendre quelqu'un, évidemment, bon, la plupart des personnes sont des personnes normales qui ne vont pas tuer des gens. Ce qui se demandait, c'est est-ce qu'on peut faire commettre un meurtre à quelqu'un sans qu'il le sache et sans que ça l'affecte. Et là où commence la théorie du complot, c'est que ces expériences, elles auraient commencé à la Seconde Guerre mondiale dans les camps nazis. Donc en fait, c'est Mengele, qui est le médecin allemand qui a fait des horreurs, qui a commencé à se poser ce genre de questions sur le contrôle mental, tout ça. À la fin de la guerre, donc quand les Américains ont décidé de ramener certains scientifiques nazis aux États-Unis. En gros, le deal, c'était que si vous nous aidez à continuer les expériences, on vous mettra pas en prison. Pour la guerre froide. Comme tu le dis, il y a eu la guerre froide, donc il y avait un peu cette guerre pour faire ces expériences le plus vite possible. Dans les années 70, il y a une théorie du complot qui parlait de complotisme satanique, réseaux sataniques qui seraient internationaux, qui prendraient des enfants pour les violer, les tuer et commettre des atrocités sous Satan en fait, et que c'était des puritains. C'est à cause de ça en fait que le TDI a eu une mauvaise réputation dans les années 70 et 80 parce qu'en fait on s'est rendu compte que ces médecins-là disaient n'importe quoi. Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler et en fait le truc c'est que ça a beaucoup décrédibilisé toutes les victimes potentielles. C'est des personnes qui allaient voir un psy, qui allaient mal dans leur vie mais qui savaient pas vraiment pourquoi, qui ont commencé à croire qu'elles avaient vécu des violences rituelles. Je ne suis pas là pour dire oui, telle personne elle a vraiment vécu ça et telle autre personne elle a pas vécu ça. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une mode, que beaucoup de gens se sont déclarés avoir vécu des violences, que finalement on a découvert que ce n'était pas vrai. Je sais pas si tu le sais, mais on a même Dr Brown et d'autres médecins et psychologues qui ont été accusés même devant la justice avoir implanté des faux souvenirs dans la tête de leurs victimes, des personnes qui avaient un TDI ou des personnes qui étaient psychologiquement fragiles et qui voulaient carrément prendre des récits qui n'existaient pas, les implanter dans leurs victimes et dire regardez, il y a des réseaux sataniques qui existent, alors que dans les enquêtes du FBI et d'autres enquêtes qui ont été faites, on n'avait aucune preuve tangible que ces réseaux-là existaient. Et à cause de ça, il y a même eu, je crois, un
d'autres personnes qui ont énormément souffert de pas savoir en fait si ce dont elles se souvenaient était vrai ou pas. C'est aussi à cause de ça qu'on a énormément décrédibilisé la recherche autour du TDI. Les médias ont fait des scandales placardés partout et c'est pour ça qu'en France on a aussi une place pour le TDI qui est aussi controversée. Et ces controverses, ces scandales-là autour de ces personnes-là qui potentiellement, ces médecins, qui voulaient faire passer cette théorie du complot en avant. Comme tu dis, ça décrédibilise aussi les victimes de vrais réseaux, puisque quand on voit des preuves, on se dit bah non mais attends, mais dans le passé il y a des gens qui ont carrément menti sur ça. Qu'est-ce qui me dit que là aussi ils mentent pas en fait? Par rapport à ça, je sais qu'il y a des gens qui croient qu'il y a qu'une seule forme de TDI, dans le sens il y a que le TDI programmé qui existe. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a que des tortures extrêmement extrêmes qui causent un TDI. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là, et qu'est-ce que tu penses de du coup de la théorie de Alexandre Le Breton, comme quoi en fait le seul TDI qui existerait ce serait le TDI programmé comme la programmation MK Ultra? C'est pas très logique parce qu'en fait ça voudrait dire que en gros il y a une sorte de limite où à un moment donné tu bascules entre pas TDI et TDI. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. S'il y a que les tortures physiques qui causent un TDI, genre comment tu sais cette torture-là ça va causer un TDI et celle-là ça va pas causer de TDI? En fait c'est hyper personnel à chaque personne. Par exemple, j'ai une personne proche de moi qui a vécu des violences sexuelles, elle n'a pas de stress post-traumatique, elle a des séquelles, mais elle n'a pas de stress post-traumatique ni de TDI, alors que le viol c'est considéré comme un traumatisme avéré, même des gens qui parlent de torture quand on parle de viol. Donc comment tu fais la différence entre les choses qui vont causer un TDI et les choses qui ne causent pas de TDI? C'est pas possible. Le TDI il est causé par des traumatismes. Le fait en fait qu'il soit causé par des traumatismes fait que les gens peuvent se servir de ces traumatismes-là pour créer un TDI programmé. Alors, je veux dire, si le TDI normal n'existait pas, on pourrait pas s'en servir pour le modeler et pour en faire quelque chose de modelé pour les abuseurs quoi. Ça n'a pas de sens dans ma tête. S'ils arrivent à le modeler, c'est que ça existe au départ. Et ça veut dire que le TDI classique existe au départ. Parce que sinon, il n'y aurait rien eu à modeler. Ils ne pourraient pas s'en servir et délibérément l'infliger si le truc n'existait pas au départ. Donc c'est débile de penser que l'un existe et pas l'autre. Si tu crois à l'un, tu crois forcément à l'autre en fait. Ouais, c'est ça. Je te rejoins totalement dessus. J'ai une question par rapport justement au fait que vous avez vraiment vécu des violences qui sont extrêmes. Dans la communauté TDI, c'est très très difficile déjà de trouver une place en tant que personne et qu'on a vécu des traumatismes qui vont de tout à n'importe quoi. Est-ce que c'est pas difficile pour toi de trouver ta place dans la communauté TDI, trouver des gens qui te ressemblent, puisque on imagine quand même que vous êtes un nombre de personnes qui a vécu ça qui est quand même moindre par rapport au nombre de personnes qui ont un TDI classique? Franchement, pas vraiment, parce que je t'avoue que pendant très très longtemps, j'étais beaucoup dans les communautés anglophones parce que je pensais que j'avais été la seule à vivre ça. En France, quand j'ai commencé à parler, il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit moi aussi j'ai vécu ça, je savais pas qu'il y avait d'autres personnes et tout. Je connais, on va dire, peut-être une dizaine de personnes, peut-être 7 personnes qui ont un TDI programmé comme moi. Et franchement, je m'imaginais pas autant de connaître autant de personnes, tu vois. Donc franchement, ça me pose pas trop de problèmes. Parfois, j'ai un peu peur, justement, comme toi, Zéliana et Olympe, Christina, de lancer, vous avez entre guillemets lancé la mode du TDI. Moi, j'ai un peu peur de lancer la mode du TDI programmé. En diffusant l'information, forcément on a peur des gens qui vont prendre l'information et en faire n'importe quoi. Il y aura forcément des gens pour faire des bêtises avec. Ça me surprend que du coup t'aies pu trouver une place facilement, parce que je sais qu'on me dit souvent oui t'as vécu des traumatismes qui sont super graves et du coup moi je me sens moins légitime par rapport à ça. Et j'avais peur qu'en ayant vécu des trucs aussi horribles et en racontant, je trouve en fait des gens de la communauté peut-être qui disent que ça existe pas, même dans la communauté même quoi. Le truc c'est que je parle pas beaucoup de mes traumatismes, je parle en termes très général. Je pense que j'ai dû faire 1 ou 2 stories sur ce que j'ai vécu concrètement. J'ai pas vraiment voulu aborder, pour le moment en tout cas, vraiment les traumatismes spécifiques que j'ai eus. On m'a demandé plusieurs fois quel genre de torture j'ai subi et tout. Je parle toujours en termes assez généraux. Oui, les survivants de violences rituelles, ils ont vécu ça, ça et ça. Pas vraiment de mes traumas en particulier, tu vois. Difficile de se protéger, de savoir aussi ce que tu peux dire vraiment sans heurter les autres et toi-même, parce que parfois raconter ce qu'on a vécu, c'est se retraumatiser aussi, puisqu'on revit parfois des scènes. Non, alors les programmes maintenant, ce genre de programme, c'est plus trop un problème. C'était un problème avant, c'était très compliqué à gérer. À force de faire un travail sur moi, j'ai réussi à déprogrammer à peu près ces aspects-là, donc ça me pose plus trop de problèmes, et si ça me posait des problèmes, je pourrais gérer parce que j'ai appris à gérer les programmes. Mais en fait, le truc, c'est que juste
j'en reçois pas le besoin en fait de parler de mes traumatismes parce que à un moment donné, il y a quelques années, je me sentais légitime que quand je parlais de mes traumatismes pour faire une sorte de justification de pourquoi j'ai le TDI. Ou plutôt le contraire, oui, j'ai le TDI donc j'ai vécu des tortures machin. Peut-être ça viendra dans quelques temps, mais là je ressens vraiment pas le besoin d'en parler quoi. J'ai eu des expériences pas ouf. Je parlais dans un groupe et je parlais de mes traumatismes parce que j'avais besoin d'en parler. J'avais mis tous les trigger warnings, des petits tirets à la suite et après ça cache ta publication. Et il y a quelqu'un qui a pété un câble contre moi. Elle a dit non mais c'est absolument horrible, tu as gâché ma journée, maintenant je vais penser qu'à ça et tout. Et je dis oh mais meuf, j'ai mis des trigger warnings, c'est pas de ma faute quoi. Il s'est passé un truc un peu similaire sur Instagram à un moment donné où il y a quelqu'un qui a dit les personnes qui ont vécu du RAMOIC, Comme quoi? Arrêtez de parler de votre traumatisme parce que c'est hyper trigger. On était plusieurs systèmes programmés à avoir répondu en disant déjà c'est compliqué d'avoir une place dans la communauté si en plus on nous tient au silence. Après on parle pas non plus de ces traumatismes n'importe comment, il y a une manière de le faire, mais il y a des personnes qui ont besoin d'en parler quoi. Une dernière question en fait qui sont plus fun. On va parler un peu de comment on s'est connus. Est-ce que tu peux parler de comment tu m'as rencontré? Qu'est-ce que j'ai pu t'apporter de positif? Après on parlera peut-être voilà d'ouverture sur tes souhaits, tes projets d'avenir et tout ça. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Je me souviens, mon premier message, je venais de découvrir la communauté TDI, Olympe et donc toi. Du coup, je t'ai envoyé un message et tu commençais à te parler. Toi, t'es genre, ah, attends, fais gaffe, tu parles beaucoup. Et je suis genre, oh mon Dieu. Au fur et à mesure, on a commencé à se connaître et tout. Et je dirais le turning point, et ça m'a énormément touchée. Et d'ailleurs, tu es une personne très touchante en général. C'est quand il y a un programme qui s'est déclenché et t'as dit, je viens de voir et tout. Je m'y attendais tellement pas. Je voyais que t'allais grave mal et tu disais que t'avais personne pour venir te voir en fait à ce moment-là et moi je me suis dit mais je peux pas juste rester comme ça sachant que moi j'avais rien à faire et je pouvais venir. Je peux pas la laisser comme ça, surtout je crois que c'était ton copain qui était censé venir et qui avait pas pu venir. Il était pas là, ouais. Je me suis dit bon je m'incruste. Ça faisait peut-être quelques mois en fait qu'on parlait, qu'on s'était vu aussi une fois. Ouais, peut-être plus de 6 mois je pense. Je te parlais pratiquement tous les jours, donc t'es devenue mon amie. En fait, j'ai pas envie de lâcher mes amis, encore plus quand je sais que t'es quelqu'un qui a vécu des choses comme moi et avait besoin en fait. Et je suis venue, ça a été mignon, et puis après, on s'est plus ou moins mis ensemble. Et c'était le live, avec le live. Ouais, qui est parti un peu en cacahuète. C'était génial. C'était super drôle et... Je crois que, genre, il y en a, ils savent de quoi on parle. Il y en a qui étaient là. Je savais que t'avais un copain, donc j'étais en mode est-ce que je peux tenter? Alors moi personnellement, Lily, je ne sors pas avec Zélia parce que je suis hétéro. Ce qui est différent de notre hôte d'avant parce que Kat était bi, mais moi je suis hétéro. Du coup, c'est H et Lou qui sortent avec ton système, enfin toi. Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu vis ta vie à fond en fait. Je sais pas si toi tu te sens comme ça, mais c'est juste l'impression que tu donnes de l'extérieur. C'est genre balèque des gens qui essaient de me limiter, qui essayent de me brider. Quand je fais un truc, je le fais à fond, tu vois. Ce qui nous a beaucoup, je pense, rapproché. Tu fais des études, t'es en master aussi. Toutes les deux, en fait, on avait une envie d'aider les autres, en fait, via nos études et via nos réseaux, etc. Et j'avais vraiment l'impression que t'avais comme moi, en fait, cette envie de te servir de ce que t'as déjà vécu pour avancer, pour faire le bien autour de toi. On sentait qu'on n'était pas seuls, en fait. Ça m'a beaucoup marqué et je te suis reconnaissante d'exister. Tu m'as énormément appris sur les systèmes programmés. C'est aussi pour ça que je voulais qu'on fasse une vidéo aussi dessus parce que ça fait aussi partie de ton cursus scolaire que de savoir démêler un peu le vrai du faux et les trucs au niveau politique et du droit, etc. On se complémente vachement sur ça, je trouve. Ouais, c'est vrai. T'es un peu la seule que je connais qui fait des études comme moi à ce niveau-là, tu vois. Je suis très reconnaissante aussi de t'être intéressée en fait et de tout ce que t'as donné parce que c'est de moins en moins le cas, mais quand on commence à parler de ce genre de choses, personne n'a envie d'écouter ça, quoi. T'es une personne incroyable et je suis tellement contente de te connaître. J'ai envie de te faire un gros câlin. Moi aussi, tu fais de gros câlins. T'es trop chou. Est-ce que t'as des souhaits, des projets d'avenir que tu veux peut-être exprimer? Je suis en train de terminer mon mémoire. Je suis à 5500 mots sur 10 000 pour ma chaîne. Franchement, j'aime bien faire des vidéos. Alors, je suis pas la plus douée pour le montage et tout. Quand j'aurai fini bientôt, là, ça va être bientôt. J'aimerais bien apprendre des techniques de montage. J'aimerais bien écrire mon livre. C'est pas un livre sur ma vie, c'est un roman fiction. Reprendre des cours de voix, parce qu'à un moment donné, je prenais des cours de voix, pas de chant, de voix.
C'était super cool. J'ai tellement de projets en fait à faire et je me dis j'ai envie de prendre un peu de temps avant de trouver un travail pour faire un peu plein de trucs que j'ai envie de faire. Donc. Tu vas y arriver, t'as la moitié. Ce qui est beau aussi, c'est de voir que on a tous des projets qui ont un rapport avec le TDI, mais aussi on a d'autres hobbies ailleurs, comme tu disais, écrire des romans, faire du chant. Moi, je fais aussi plein de trucs autour. Ouais. J'ai fait beaucoup de voyages cette année. Même si on en fait une carrière, etc., on n'est pas juste malade, quoi. Je suis très contente du coup de sortir avec toi et avec du coup ton copain aussi. Les personnes comme lui et certains de mes amis, c'est des personnes qui en fait nous donnent la foi de continuer en fait. Parce qu'on voit que même parmi des personnes normales, on arrive à trouver des soutiens, des personnes qui comprennent et du coup je trouve ça fabuleux de connaître plus de monde comme ça grâce à toi. Je suis très contente de t'avoir. Et nous on t'aime beaucoup. J'ai envie de te faire de gros bisous et de gros câlins. Je pense qu'on a fini, on a fait le tour. Tout dit. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir beaucoup plus d'informations sur ces sujets, d'aller voir Elstren et sa chaîne YouTube. Il y a aussi son site internet que de toute façon je mettrai tous tes réseaux. Son Instagram, allez la follow, vous aurez de beaux compléments par une personne qui parle bien et qui a aussi beaucoup de connaissances comme vous l'avez vu. Merci, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller la suivre et regarder les vidéos. Et voilà. Je te remercie aussi d'avoir été là. Pas de soucis, c'était un plaisir. Je te fais de gros bisous. Moi aussi. Et je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. Bisous. Le switch d'Irish en mode... Et... voilà. On a fini. Bisous.